La dernière fois que vous avez croisé François Bayet, c'était en prison. En octobre 1888, il est condamné pour vol à 2 années derrière les murs épais de la prison de Los, à l'écart de la société. Plus tôt cette même année, il a assassiné Joséphine Copin à Berck-sur-Mer, puis l'abbé Willy à Fouquières. 2 crimes glaçants commis à l'été 1888, qui déjà laissent deviner le profil d'un criminel brutal, imprévisible, prêt à tout pour de l'argent et incapable, semble-t-il, d'affirmer son pouvoir autrement que par la violence. Il n'est pas arrêté pour ces morts qu'il laisse derrière lui, du moins pas encore. Je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui les crimes oubliés de François Bayet. La maison centrale de Los, près de Lille, est à la fin du 19e siècle une immense forteresse de briques construite pour accueillir plusieurs centaines de détenus. On y enferme les voleurs, les escrocs, mais aussi les criminels endurcis, ceux que la justice estime devoir écarter un peu plus longtemps que les autres. Entre ces murs, la promiscuité est extrême. Les cellules sont froides, insalubres, les repas maigres. En même temps, c'est la prison, pas un 4 étoiles. On essaie quand même de rentabiliser le temps que ces gars passent à l'ombre, et on veut aussi, soi-disant, les réintégrer à leur sortie. Pour ça, les détenus travaillent dans des ateliers. Filature, tissage, petits travaux de menuiserie ou de bricolage. C'est de là que Bayet avait tiré le maigre pécule de prisonnier qu'il avait en sortant la dernière fois. Parce que des passages en prison, il en a connu beaucoup, et celui-ci n'est donc pas le premier. C'est un peu sa deuxième maison. Mais la prison de Los est aussi connue pour être un lieu où les prisonniers échangent leur savoir-faire. Et là, je ne vous parle pas plomberie ou marqueterie. On y apprend moins la rédemption que l'art du cambriolage, de l'étranglement et du vol à l'étalage. C'est dans cet univers que Bayet rencontre Louis Dutilleul. Si Bayet a une petite formation de boulanger, ce n'est pas le cas de Dutilleul qui est maçon de métier. C'est très utile de connaître les rouages des façades quand on est cambrioleur. Né à Ronchin, près de Lille, le 18 mars 1861, il a aussi été condamné pour vol et il a pris 4 ans en 1886. L'homme est plus âgé que Bayet, plus méthodique, bien moins impulsif, mais tout aussi perdu et en marge de la société. Le duo commence à sympathiser et très vite, ils se trouvent très complémentaires. L'un apporte la violence et l'impulsivité, l'autre la technique et le côté posé de celui qui monte des plans bien ficelés. Entre eux, une entente se noue. Le 12 octobre 1890, pile 2 ans plus tard, François Bayet termine sa peine et franchit enfin la grille de Los. Oui, à l'époque, quand on vous dit que vous prenez 2 ans, c'est 2 ans, pas un jour de moins. À l'extérieur, comme s'il attendait depuis toujours, se tient son unique connaissance, Louis Dutilleul, libéré quelques mois plus tôt. Il est resté dans les parages, et comme il l'a promis, il n'a pas lâché son ami. Leurs regards se croisent, et déjà l'alliance se confirme. Enfin à l'air libre, et complètement livrés à eux-mêmes, ils décident de rester ensemble. Et bien entendu, si Dutilleul est là, ce n'est pas pour lui conter fleurette, mais bien pour lui proposer un nouveau plan. Ah bah allez, juste à la sortie de la prison, ces deux-là reprennent du service. À partir de là, les crimes vont reprendre, mais cette fois à 2. La dynamique change, mais l'objectif est toujours le même, se faire un maximum d'argent pour pouvoir boire des coups et se payer des filles à leur goût. Comme vous le voyez, ils ont de grandes ambitions dans la vie. Bayet était déjà dangereux, mais cette fois leur association va se révéler vraiment mortelle. Le 23 octobre 1890, ils sont à Ronchin. La nuit est tombée sur ce faubourg tranquille du Nord, aux portes de Lille. Dans les maisons à peine éclairées, on dîne d'une soupe chaude, on ferme les volets, on souffle la chandelle et au lit. Ici, en plein cœur du centre-ville, vit Sophie Delevoye. À cette époque, Bayet ne la connaît pas, mais moi oui, après mes recherches dans les journaux. C'est une vieille rentière de 88 ans qui occupe une maison, ma foi, simple mais réputée pour abriter quelques économies. Des petits trésors, quoi. Tout ça, ce ne sont que des rumeurs, quoique. Celui qui la connaît
c'est Louis Dutilleul. Il y a quelques années, il a travaillé dans cette maison comme maçon, et ça tombe bien, parce que du coup, il sait comment entrer. Les deux hommes patientent de très longues heures, tapis derrière une meule de paille. Ils attendent que la nuit tombe complètement et que les bruits de la vie alentour s'estompent. Quand le village s'endort enfin, ils escaladent le mur du jardin de Sophie Delevoye et s'introduisent dans la maison. Dutilleul a emmené 2-3 outils et pratique une ouverture dans la façade. Un trou discret qui leur permet de passer. Ne me demandez pas comment, mais la rentière n'entend rien, que dalle. Elle doit avoir le sommeil bien lourd, car bien au chaud dans son lit, Sophie Delevoye est surprise dans son sommeil par les deux cambrioleurs. Penché au-dessus d'elle, il s'empare du foulard qu'elle porte alors autour du cou et l'étrangle avec, sans un seul moment d'hésitation. Le geste est rapide, efficace, d'une froideur terrible. L'histoire ne le dit pas, mais il y a fort à parier que ce n'est pas Dutilleul qui s'y colle, mais plutôt Baillet. C'est un peu son modus operandi. Ensuite, sans un bruit, ils fouillent la maison. Ils sont tranquilles, l'autre ne les dérangera pas, et la nuit les enveloppe complètement. Ils fracturent les meubles fermés à clé, renversent le contenu des tiroirs, et finissent par mettre la main sur quelques minuscules trésors. Ils attrapent 125 francs dans un tiroir, quelques bijoux sans grande valeur, et une chaîne en or. Pas grand-chose, mais c'est suffisant pour eux, pour vivre jusqu'à leur prochain coup. Ils auraient pu rester silencieux, l'assommer un petit coup, mais non. Sophie Delevoye est morte cette nuit-là. Une vie de 88 ans échangée contre une poignée de billets et un collier revendu quelques jours plus tard à un mont-de-piété. Bon, apparemment les veuves, ça rapporte assez à leur goût. Et comme Ronchin, ça a l'air d'être assez cossu pour abriter des rentières qui planquent leurs magots, ils y reviennent à peine quelques nuits plus tard. Cette fois, ils visent la maison de la veuve de Janzy. Je ne sais pas si Dutilleul la connaît aussi de par son métier de maçon, mais en tout cas, le mode opératoire d'effraction est exactement le même. Ils percent une ouverture dans la haie du jardin, puis dans la maison, et voilà qu'ils commencent cette fois à visiter les pièces sans s'intéresser une seconde à la personne qui vit là. Peut-être pense-t-il qu'il n'y a personne. Un bruit à l'étage les interrompt net dans leur fouille et, pris de panique, ils s'enfuient sans rien emporter. Rien. C'est une occasion manquée qui me fait me questionner personnellement. Ils sont capables d'aller trouver une personne dans son lit pour la tuer et tout lui dérober, mais dès qu'on les surprend, ils fuient. C'est une attitude bien connue en criminologie, celle de l'opportuniste prédateur, qui ne frappe que lorsqu'il a la certitude d'avoir l'ascendant et d'exercer un contrôle total sur la situation. Dès que l'imprévu surgit, il recule. Baillet et Dutilleul n'étaient pas des tueurs planifiés jusqu'au bout, mais des hommes qui attaquaient là où la résistance semblait inexistante. C'est ce crime qui me permet de me faire une idée un peu plus précise du type de criminels qu'ils ont pu être. Entre la nuit du meurtre de Sophie Delevoye, puis leur tentative avortée chez la veuve de Janzy, Baillet et Dutilleul ne restent pas inactifs. Ils errent autour de l'île, dépensent l'argent volé, boivent, fréquentent les cabarets et s'adonnent à l'amour frivole avec quelques prostituées du coin. Quelques menus larcins leur permettent de tenir quelques jours encore. Mais globalement, leur mode de vie est toujours le même. Ils pillent, cambriolent, tuent parfois pour de l'argent, et derrière, ils vivent sur leur maigre butin, parce qu'entendons-nous, ils ne tombent jamais sur un magot qui vaille vraiment la peine pour l'instant. Alors, ils recommencent, encore et encore. L'un est boulanger, l'autre est maçon. Ils pourraient se réinsérer correctement, ils pourraient retrouver une place quelque part et redevenir d'honnêtes citoyens. Mais ce n'est pas leur personnalité, ce n'est pas non plus ce qu'on leur a appris à être tout au long de leur vie. Alors que leurs pauvres économies fondent comme neige au soleil, un autre village attire leur attention. Ascq. Le 10 novembre 1890, ils choisissent de s'y rendre. Et là encore, Baillet cible un établissement qu'il sait souvent être aisé, le presbytère. La maison du curé par ici est réputée pour contenir un petit peu d'argent, quelques objets de valeur et des titres. Alors, c'est reparti pour un tour pour les deux compères. Le soir venu, une fois que la nuit entoure complètement le village, ils escaladent le mur d'enceinte et fracturent la fenêtre du rez-de-chaussée.
Il fouille d'abord cet étage, mais ne trouve rien d'autre qu'un sac contenant une 20aine de francs en petite monnaie et quelques mouchoirs de poche. J'ai compris au fil de mes recherches qu'ils avaient dû rester en planque un bon bout de temps ce 10 novembre, à observer les allées et venues de chacun. Parce que lorsqu'ils entrent par effraction dans le presbytère, à la nuit tombée, ils savent déjà qui ils vont y trouver. Ils savent qu'il y a le curé, bien sûr, mais également sa servante, Rosine. Alors, pour ne pas être surpris, comme ça a pu être le cas chez la vieille rentière de Ronchin, ils se cachent dans la maison et attendent que l'aube se lève. Si le jour se lève, la bonne aussi. Et ça ne manque pas. Vers 5 heures, la servante Rosine descend dans la cuisine. Baillet, qui s'est caché dans un coin, bondit sur elle, la frappe d'une bouteille qu'il a trouvée là à portée de main et appelle son complice. Et il lui dit texto « Serre-lui le kiki, je m'occupe du vieux ». Très charmant. Dutilleul s'exécute et pendant ce temps, Baillet s'engouffre dans l'escalier en bois grinçant, monte à pas précipités jusqu'à la chambre du curé. Cette fois, il ne laisse rien au hasard. Pas question qu'on le surprenne, lui et son copain Dutilleul, en train de fouiller dans les meubles. Le curé est encore dans son lit, Baillet se jette sur lui muni d'une autre bouteille trouvée dans la cuisine. Il le frappe violemment à la tête, puis il l'écrase contre son oreiller et tente de l'étrangler avec un bout de tissu qui traîne sur le lit. Le vieil homme résiste comme il peut, suffoque, tombe dans les pommes, mais il n'est pas mort. Pas encore en tout cas. En bas dans la cuisine, Dutilleul plaque au sol la servante, Rosine, puis il lui noue autour du cou les mouchoirs dérobés quelques minutes plus tôt et serre jusqu'à ce que son petit corps s'affaisse sur les tomates. Les cris étouffés, les meubles qui basculent, le chaos de la lutte emplissent le presbytère. Pas vraiment la maison de Dieu, mais c'est tout comme pourtant. La scène est d'une brutalité inouïe, que ce soit dans la cuisine ou à l'étage. Ce jour-là, Rosine meurt seule dans la cuisine, étouffée, tandis que le curé, grièvement blessé, parvient par miracle à survivre. Avant de quitter les lieux, les deux complices ont quand même pris le temps de fouiller la chambre du prêtre et d'emporter quelques montres et une petite somme d'argent. Une somme dérisoire au regard de la mort d'une femme innocente et des préjudices causés à un homme de bien. Dans le village, quand la nouvelle se répand au matin, c'est la consternation et l'effroi. Un presbytère attaqué, une servante étranglée, un prêtre laissé pour mort, le choc est immense. Peut-être parce qu'il s'agit d'un prêtre et de sa bonne, peut-être parce que le cambriolage était ridicule par rapport à toute cette violence. Dutilleul et Baillet ne s'arrêtent pas là. Ils quittent Ascq, bien sûr, mais en décembre, le duo multiplie les petits cambriolages. À Ronchin, de nouveau, ils pillent la maison de campagne d'un certain monsieur Denne. Puis à Camier, ils s'introduisent chez la demoiselle Deuilly, la sœur du curé du coin, et repartent avec 25 francs. C'est toujours la même méthode. Escalader le mur d'enceinte, forcer l'entrée ou trouer la façade, fouiller, emporter ce qu'ils trouvent. Des gains modestes, mais une violence latente qui peut à tout moment éclater si l'opportunité se présente ou s'ils sont pris sur le fait. Durant ces semaines d'automne et d'hiver 1890, le Nord-Pas-de-Calais vit dans la crainte. Les journaux parlent de cambriolages inexpliqués, les rumeurs circulent, chacun se méfie. Surtout qu'on y retrouve souvent la mention de curés attaqués et de vieilles femmes sans défense que l'on étrangle sans hésiter. On dit qu'un duo de malfaiteurs rôde, qu'ils visent les maisons isolées, les presbytères, les vieillards. On n'a pas encore fait le lien entre ces affaires-ci et les plus anciennes, qui datent de 1888, et on ne fait pas encore le rapprochement entre Baillet le cambrioleur et Baillet l'assassin. Mais ce sera bientôt le cas, car Baillet et Dutilleul sont déjà en train de préparer leur prochain coup, celui qui, à Merlimont, marquera leur chute. Je vous remercie d'avoir écouté ce deuxième épisode de la saison 24. Pour connaître la suite, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour le troisième et dernier épisode de cette saison 24 de Crimes oubliés, consacré à l'affaire Baillet.